Les personnes qui suivent ces influenceurs-là ne se disent pas nécessairement d'extrême droite. Et puis d'un coup, hop, Éric Zemmour va être cité, ou on va entre-temps, à un moment, appeler à voter pour Marine Le Pen. Selon vous, où est-ce que l'extrême droite attire le plus de nouveaux partisans? Est-ce que c'est à la télévision? Est-ce que c'est dans les débats, pendant les élections? Eh bien, sachez qu'il y a un lieu où l'extrême droite navigue très bien, c'est sur Internet et sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, les politiques, ils savent très bien manier l'humour, la pop culture, ils savent montrer leur lifestyle, tout ça pour former une forme de soft power réactionnaire très bien léchée. Alors pour comprendre les mécanismes de l'extrême droite en ligne, eh bien on vous propose de discuter avec Salomé Saké. Salut Salomé. Salut. Salomé, tu es journaliste, tu es aussi autrice de ce livre, Résister, aux éditions Payot, où tu nous aides à comprendre les rouages de l'extrême droite. Et juste à côté de toi, on a Pierre Plotu et Maxime Massé. Salut Pierre-Maxime. Salut. Et vous êtes journaliste à Libération, spécialiste de la thématique de l'extrême droite, et vous êtes aussi auteur de ce livre Pop Fascisme aux éditions Divergence, comment l'extrême droite a gagné la bataille culturelle sur Internet. Autant dire qu'on est dans le thème. Ma première question, elle est pour vous tous. Selon vous, c'est quoi, en quelques mots, la plus grosse victoire de l'extrême droite dans cette bataille culturelle? Je vais faire la réponse facile, mais qui est quand même la plus évidente, c'est d'être... Je vous fais une toute petite pause. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça toutes les semaines. Commentez, likez, dites-nous ce que vous en pensez et je vous souhaite un bon visionnage. Je vais faire la réponse facile, mais qui est quand même la plus évidente, c'est de s'être accaparé un réseau social entier qui n'était pas d'extrême droite à la base, qui est... Twitter devenu X, qui a été racheté par Elon Musk, qui est donc un fervent soutien de Donald Trump. Je suis convaincue que la manière dont cet espace a été manipulé, notamment pendant les élections aux États-Unis, a vraiment participé à la victoire, évidemment, de l'extrême droite, mais surtout de ces idées d'extrême droite qui ont triomphé aux États-Unis et qui sont en train de triompher en France de manière pas forcément évidente. Et aujourd'hui, c'est compliqué de voir autre chose que des thématiques en fait de l'extrême droite quand on allume ce réseau social. Alors de plus en plus, il y a des personnes qui appellent à le quitter, il y a des mouvements de boycott, mais c'est vraiment fou de s'être emparé d'un réseau social où il y a littéralement des centaines de millions de personnes. Et ça, c'est une victoire culturelle absolument majeure. Pour vous, Pierre-Maxime? Moi, je vais continuer un petit peu sur l'idée de la langue, parce que Twitter, c'est aussi un outil où on utilise la langue. C'est, pour moi, une des grandes forces de l'extrême droite, ça a été d'être capable d'opérer un renversement sémantique. L'extrême droite française, c'est l'héritière de la collaboration et de Vichy. Et désormais, grâce à un travail de fond qu'ils ont fait, ils se vivent et ils arrivent à imprimer l'idée que ce sont eux les résistants à la théorie fausse et raciste du grand remplacement, et que les gens qui sont progressistes, qui portent des valeurs de gauche, sont les collabos. Et ce renversement sémantique, c'est une grande victoire de l'extrême droite, et on en a tous ri. On a tous vu ce passage du plateau de CNews, de l'émission de Christine Kelly, où ils ont diffusé le chant des partisans en se présentant comme des résistants. C'est effectivement, sur le moment, on peut trouver ça drôle, mais en fait, c'est suffisamment grave pour être noté, parce que on s'approprie, l'extrême droite s'approprie une part des gens qui ont combattu contre elle. Et l'un comme l'autre de ces deux outils rejoignent aussi autre chose, c'est que l'extrême droite aujourd'hui est capable d'imposer ses thèmes. On parle d'immigration, on parle d'insécurité, on parle de tout un tas de questions de société, déjà en soi, parce que l'extrême droite a réussi à les imposer à travers son usage poussé notamment d'Internet, à travers ce renversement sémantique, mais aussi on en parle à la manière de l'extrême droite. On en parle, par exemple, l'insécurité et l'immigration se rejoignent, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, par exemple, en 2021, Génération Identitaire est dissous par Gérald Darmanin, qui n'est pas tout à fait le gauchiste de la bande, est dissous notamment parce que le décret de dissolution précise que la propagande de Génération Identitaire fait un rapprochement, il considéré comme contrevenant à la loi, entre immigration et insécurité. Cette question de Twitter, elle est vraiment très importante. Nous, on l'a vu en tant que journaliste. Il ne faut pas oublier qu'il y a plein de gens qui ne sont pas sur Twitter. En France, c'est pas du tout la majorité de la population qui était sur Twitter avant même le rachat et tout ça. Mais c'est fondamental parce que c'est l'endroit où les politiques, les journalistes, les personnes qui aussi fabriquent l'information, fabriquent le débat public, sont. Et c'est là où elles puisent leur information depuis déjà très longtemps. Les journalistes, pour beaucoup, sont littéralement perfusés à X aujourd'hui.
aujourd'hui, et ça continue. Et donc le fait d'avoir réussi à imposer les thématiques, le vocabulaire, a eu beaucoup d'incidence sur tout le reste du paysage médiatique sur ce réseau-là. C'est pour ça que pour moi, ça reste quand même la plus grosse victoire de l'extrême droite. On a vu de très très nombreuses polémiques ces dernières années émerger sur ce réseau-là en particulier, qui a été aussi structuré pour faire émerger la confrontation, pour réussir à avoir beaucoup d'agressivité, en fait, plus que sur d'autres réseaux. Ça a été complètement accaparé par l'extrême droite et on s'est retrouvé de cette manière avec des journalistes qui, je crois, ont été influencés par tous ces mouvements qu'il y avait d'extrême droite sur la plateforme et qui, aujourd'hui, continuent malgré tout à avoir beaucoup d'influence. Parce que peut-être qu'à Libération ou à Blast, déjà, moi, ce sont deux médias qui sont toujours sur ce réseau-là. C'est des endroits où peut-être on se pose la question de ce qu'on va faire avec ce réseau, mais c'est pas du tout le cas dans la majorité des médias. En France, il y a, à ma connaissance, que Quotidien, vraiment, en termes de gros médias, qui en est parti il y a déjà plus d'1 an. Et ça continue à avoir de l'influence. Et moi, je l'ai constaté, même sur ma carrière personnelle. Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment un pouvoir. C'est que là, on a parlé des thèmes, on a parlé de la sémantique, mais il y a aussi des campagnes de dénigrement, de harcèlement qui sont lancées en particulier sur ce réseau, avec beaucoup de bots, notamment. Et on voit qu'on peut lancer des rumeurs sur quelqu'un. On peut modifier par là vraiment son image publique. Et moi, ça a été fait à plusieurs reprises en ce qui me concerne, notamment quand je parlais de l'extrême droite, en me prêtant un passé que je n'avais jamais eu, des intentions que je n'avais jamais eues, mais de manière tellement massive qu'après, dans les discussions entre journalistes, on me disait du coup, toi, tu as été militante anti-nucléaire pendant des années, et ce qui n'était pas du tout le cas. Et en ça, ils ont vraiment un pouvoir, je pense, qu'on a complètement sous-estimé. Pour reprendre un peu notre thématique, moi je voudrais qu'on refasse un bond dans le passé. À quel moment est-ce que l'extrême droite commence à s'emparer d'Internet, des forums, des sites, etc. Comment est-ce que ça se passe, Pierre-Maxime ? Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est que l'extrême droite comprend très rapidement qu'elle doit investir Internet parce que c'est un espace de désintermédiation. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas de filtre entre l'émetteur et le récepteur. Donc on peut lui faire avaler n'importe quoi. À titre d'exemple, le premier parti politique de France à avoir un site Internet, c'est le Front National, qui lance son site Internet au début des années 2000. Et même avant ça, pour les moins jeunes d'entre nous qui nous écoutent, le Front National avait un service sur le Minitel. Alors que et même un service Audiotel à l'époque. Voilà, donc ils ont investi très rapidement les nouvelles technologies, ce qui nous paraît un peu dépassé maintenant, mais parce qu'en fait il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filtre journalistique, il n'y a pas de débunkage de ce que raconte l'extrême droite, et rapidement ils vont investir ces terrains-là, et notamment les terrains où il va y avoir du partage de contenu. Facebook, très rapidement, est farci de comptes d'extrême droite, de gens qui vont, sous par exemple les articles des grands médias, mettre des commentaires à portée raciste ou dénigrant envers les journalistes. Et puis après, ils vont aussi se lancer sur les autres plateformes, et en particulier YouTube. Et là, on se rend compte qu'il y a 2 personnes qui vont vraiment influencer en France la mouvance pour les emmener sur YouTube. C'est Alain Soral et Dieudonné, qui en fait, après leur position gravement antisémite, qui vont tenir dans les médias, vont ne plus être invités, à part sur des émissions très très rares comme celles qui sont organisées par Tadei ou Thierry Ardisson. Et donc du coup, ils vont avoir besoin de continuer à parler à leur public. Donc ils vont aller sur une plateforme où en fait il ne va pas y avoir de médiation et où ils vont avoir la possibilité de dire à peu près ce qu'ils veulent. Ça va être YouTube. Moi j'avais aussi lu que il y avait des premiers blogs, des premiers sites où il se montait des choses comme ça. Est-ce que vous en avez noté ? Oui. Par exemple, F de Souche, c'est un des tout premiers à être lancé par Pierre Sautarel, qui à l'époque, par exemple, est quelqu'un qui est très proche du Front National. C'est lui qui qui monte le premier site internet de la Fédération Île-de-France, je crois, du Front National à l'époque encore. Voilà, il y a déjà une interconnexion très grande entre la sphère, la fachosphère, ce qui sera dénommé plus tard la fachosphère grâce au livre de Dominique Albertini et David Doucet. Merci, j'avais plus le prénom, pardon. En fait, la question, c'est ce qu'a dit Maxime. L'objectif, c'est de sauter le verrou du journaliste pour aller s'adresser directement au lecteur. Au lecteur, dans le cadre de blog, une fois, on s'est amusé, entre guillemets, à compter avec Maxime.
on a mélangé, on est au moment de la période de la pandémie de Covid-19, donc on s'intéresse plutôt à la désinformation en général, et donc il va y avoir à la fois du complotisme, à la fois de l'extrême droite, à la fois un certain nombre de choses sur lesquelles on veille, sphère dont on voit aujourd'hui qu'elle se chevauche quand même assez largement, voire très très largement. On s'arrête à compter à 1000 sites. 1000 sites pour lesquels on est allé chercher l'audience, et de tête, je crois que c'est plus de 60 millions de visites par mois sur ces 1000 sites, avec un top 10 qui dépasse les 15 Alors, en fait, millions. c'est 150 millions 150 en tout, millions, et pardon. 60 millions pour le top 10. Pour le top 10, merci. Heureusement que Maxime est là. Alors Et- ça représente, en fait, pour avoir une idée, à l'époque, donc on est en 2022 quand on fait ce calcul, ça représente l'audience cumulée du journal de l'hebdomadaire l'Obs, de Europe 1 qui n'est pas encore devenu Bollorisé, et de Libé. Ça fait beaucoup. Toi, Salomé, est-ce que tu en as noté d'autres, des canaux comme ça, où l'extrême droite peut s'exprimer plus ou moins comme ils veulent? Mais aujourd'hui, il y a quasiment tous les canaux où ils peuvent s'exprimer comme ils veulent. Je pense qu'il y a quand même une certaine modération qui a été faite sur Instagram et sur YouTube, où d'ailleurs il y a plusieurs chaînes qui ont sauté, notamment après des appels à la haine. C'est fait au cas par cas, c'est assez opaque finalement. C'est pas exactement comment ça se déroule, pourquoi il y a des comptes qui sautent, pourquoi il y en a qui sautent pas. Mais globalement, il y a quand même une certaine liberté aujourd'hui de pouvoir exprimer des idées d'extrême droite. Et peut-être faut-il rappeler ce qu'on entend par idée d'extrême droite. Et c'est là où je pense que c'est particulièrement pernicieux aujourd'hui, plus encore qu'hier, sur des sites comme F de Souche, qui ont un énorme pouvoir de nuisance. C'est très clair que c'est des sites d'extrême droite. C'est très clair qu'on est là pour défendre des idées qui sont des idées haineuses, hein, je pense qu'on peut le dire très clairement. Sur TikTok, sur Instagram aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, voire sur YouTube, puisqu'on a l'émergence de très nombreux influenceurs qui sont... qui sont presque dans du divertissement, ou en tout cas un certain style de vie. C'est ça, qui se présentent comme dépolitisés, qui vont pas toujours appeler à la haine, qui au contraire vont parfois donner des conseils de séduction, qui vont expliquer comment aller à la salle de sport, qui vont donner, qui vont montrer ce qu'ils mangent, ce qu'ils font, et ils ne portent pas nécessairement sur eux cette idéologie d'extrême droite de manière totalement identifiable et évidente, ce qui fait qu'ils arrivent à ratisser beaucoup plus large, et on le voit particulièrement, pour moi, avec l'émergence des mouvements masculinistes. On a parlé de victoire. Une des grandes victoires, c'est quand même la puissance de ce mouvement masculiniste. Aux États-Unis, c'est fou. Enfin, c'est vraiment énorme. Ça nous a, je pense, marqué avec cet influenceur d'extrême droite qui a quand même une audience à plusieurs millions de personnes, où il disait que les Your Body, My Choice, en réponse justement à la victoire de Donald Trump par rapport au slogan féministe My Body, My Choice, mon corps, mon choix, lui il dit votre corps, notre choix, mon choix d'homme. Donc ça montre bien quand même vraiment ça a pris une ampleur folle aux États-Unis, mais ça vient chez nous. Ça prend de plus en plus de place, et les personnes qui suivent ces influenceurs-là, qui sont quand même souvent des hommes, ne se disent pas nécessairement d'extrême droite. Et puis d'un coup, hop, Éric Zemmour va être cité, ou on va entre-temps, à un moment, appeler à voter pour Marine Le Pen. Mais toutes les vidéos tournent pas autour de ce contenu-là. Complètement. Et c'est rendu très compliqué, je pense, pour les spectateurs d'identifier ça, parce qu'on peut se dire qu'on suit quelqu'un tout simplement pour la musculation, pour la défense. Et derrière, c'est ce que l'historien Patrick Boucheron appelle un lifestyle réactionnaire. C'est vraiment un style de vie entier qui est promu. Donc pour les hommes, c'est fumer des cigares, manger de la viande rouge, faire des sports de préférence violents. Évidemment, souvent avoir un rapport aux femmes quand même très dégradé. L'idée, c'est de reprendre le pouvoir sur elles. Et évidemment, ça fait partie souvent de l'idéologie de l'extrême droite, mais c'est beaucoup plus disséminé. Et ça c'est vraiment très complexe même à expliquer et à reconnaître. Moi, je suis tombée sur des chaînes pendant l'enquête où j'étais pas sûre, en fait. Et puis j'essayais de trouver le contenu d'extrême droite. Je me disais, ça ressemble à l'extrême droite. Et ça demande beaucoup de connaissances de ce mouvement-là. Surtout que ça se recoupe aussi, excuse-moi, je fais juste une aparté, mais ça se recoupe aussi à ce que disait Maxime tout à l'heure, l'inversement sémantique, le renversement de la charge de l'accusation, en fait. Je n'aborde pas les sujets, typiquement le Raptor dissident, donc bébé Soral, Alain Soral, un représentant de l'antisémitisme forcené, historiquement en France, le leader intellectuel de ce courant-là, qui amène des millions de vues et dont on a aujourd'hui les bébés Soral, en tout cas, qui sont des influenceurs très suivis, qui ont d'une part une stratégie à 360 degrés, c'est-à-dire qu'on va avoir une chaîne YouTube, un compte Instagram, un compte Twitter, un podcast sur les grandes plateformes. On parle de Deezer, on parle de Spotify, on parle de... Voilà.
avec tout ça, on touche des millions de gens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, comme tu le disais, Salomé, je me permets de te tutoyer. Ouais, bien sûr. Allez, entre journalistes. Voilà, entre confrères et consoeurs, pardon. La deuxième, le Raptor dissident est devenu juste le Raptor. Et un jour, lui a été posé la question sur TV Liberté, une web télé d'extrême droite par Martial. Pour préciser, le Raptor dissident, donc c'est un youtubeur d'extrême droite qui est... en quelle année est-ce qu'il est arrivé sur la plateforme ? Alors le Raptor dissident, il arrive en 2015 sur sa première vidéo et il va un peu, je fais une petite parenthèse Raptor dissident, en fait il va s'inspirer d'un autre youtubeur qui est arrivé un tout petit peu avant lui qui s'appelle Valek. Il va reprendre exactement les mêmes codes, c'est-à-dire le format star de YouTube à l'époque, c'est une vidéo entre 15 et 30 minutes avec un montage extrêmement saccadé, des punchlines et surtout en fait ils vont pas tout de suite dévoiler leur visage, dévoiler leur identité et ça c'est très fort parce que en fait on sort d'un phénomène qui avait quand même beaucoup à l'extrême droite juste avant leur passage, notamment à travers Alain Soral et Dieudonné, c'est la personnalisation. Et là en fait à travers ces vidéos que font à l'époque Valek et le Raptor en ne montrant pas leur visage, ils disent à leur public vous aussi vous pouvez le faire, vous aussi vous pouvez être un youtubeur, être un influenceur, c'est ça. C'est presque l'esprit Anonymous. Non mais complètement. Nous sommes tous Anonymous. On est complètement. Et en plus, après, ils vont révéler leur visage parce qu'après, ils vont rentrer dans des logiques de business où il va être nécessaire pour eux d'avoir une image publique. Et puis, il faut bien construire des communautés. Mais juste pour en revenir, donc le Raptor dissident devient le Raptor. Lui est posé la question par Martial Bild, un ancien du Front National devenu animateur de cette web télé d'extrême droite qui s'appelle Télé Liberté, qui est un site internet, aussi une chaîne YouTube, etc. On est toujours dans les mêmes stratégies. Lui est posé la question, pourquoi désormais plus que le Raptor ? Sous-texte de cette question, c'est aussi, est-ce que vous reniez cet héritage de la dissidence d'Alain Soral ? Et lui, il répond juste, en gros, non. Mais il n'y a plus besoin d'ajouter dissident au Raptor pour que tout le monde sache que le Raptor est dissident. Et donc, on est aussi dans ce non-dit, dans cette installé à travers toutes ces briques de lifestyle qu'a super bien décrit Salomé. En fait, ce qu'on dessine, c'est un idéal de vie à atteindre qui fait que si on veut vous enlever la moindre brique de cet idéal, on est le diable et on attaque vos libertés fondamentales. On est la gauche. Alors, je vais juste faire une toute petite digression pour répondre à une question qui était dans le chat. C'est Abirain qui vous demande s'il y a des législations possibles pour limiter l'influence de l'extrême droite dans les médias. Est-ce que il y a des lois qui encadrent ce qu'on peut ou ne pas dire dans les médias, et notamment sur ces réflexions d'extrême droite ? Est-ce que ça existe ? Oui, bien sûr. Il y a le droit français qui limite la parole raciste, la parole discriminatoire. Après, effectivement, c'est une vraie question qui se pose là parce que par l'humour, par l'outrance, on peut aussi faire passer des messages qui sont parfaitement compris par la communauté, qui n'apparaissent pas comme racistes au regard du droit, mais par contre qui le sont parfaitement. Et ça, l'extrême droite s'est parfaitement joué avec ces codes-là. Je prends juste un exemple qui est très simple. À partir de 2018, sur le Twitter d'extrême droite, on voit apparaître deux mots qui se répètent à l'envi, généralement quand il y a des faits divers, c'est noix et arbre. Alors ça veut dire quoi, noix et arbre ? En fait, c'est juste une périphrase pour parler des noirs pour les noix, on a enlevé une lettre, et arbre, c'est arabe. Pareil. Et on ne peut pas condamner quelqu'un pour avoir dit il y a beaucoup trop d'arbres dans ce pays. Alors si, dans l'absolu, on peut le condamner. Après, c'est extrêmement difficile, voilà. C'est des processus judiciaires qui sont très longs. Et c'est aussi une manière de jouer avec les algorithmes. On parlait tout à l'heure de modération, et c'est un très bon point. Après, c'est toujours compliqué d'exiger d'acteurs privés. Encore une fois, tous ces réseaux sociaux sont des entreprises privées. Leur objectif, c'est de faire de l'argent. Leur objectif, c'est d'avoir plein de clients le plus possible, de les faire rester le plus longtemps possible, d'accumuler le maximum de données sur eux pour vendre de la publicité plus chère et vendre ces données personnelles. Elles ont pas d'intérêt, ces plateformes, à sévir. Si, elles ont un intérêt à partir du moment où il y a une pression publique. Voilà. S'il y a l'opinion publique qui considère que c'est inacceptable d'avoir ce type de pensée qui est exprimée de manière massive, et notamment la pensée raciste, ça peut avoir une incidence. On voit quand même du côté de YouTube ou d'Instagram une forme de malaise vis-à-vis de ça. Et dans la communication, ils disent pas qu'ils promeuvent les idées haineuses, au contraire, ils disent qu'ils essaient de réguler ça. Ils ont des règles un peu strictes aussi sur la nudité, sur beaucoup d'autres, dans beaucoup de domaines, sauf que comme c'est massif, c'est surtout fait par des robots, et que effectivement l'extrême droite a aujourd'hui très bien compris comment contourner ces réglementations-là.
Alors, pour comprendre et rentrer un peu dans le détail de ces mécanismes des influenceurs d'extrême droite, est-ce que vous pouvez me donner un exemple ou deux d'un influenceur d'extrême droite, m'expliquer comment il fonctionne et ce que ça signifie pour les gens qui le regardent? Par exemple, Baptiste Marchais. Baptiste Marchais, ouais, c'est un très bon exemple. Très bien. Déjà, c'est un des rares qu'on a rencontré, donc on peut parler de lui. Alors, Baptiste Marchais, c'est quelqu'un qui arrive sur YouTube, je crois, en 2018, avec une chaîne qui s'appelle Bench and Cigar. Alors, le cigare, c'est sa passion. Et bench, c'est donc une forme d'haltérophilie, le développé couché, pardon. Donc le mot anglais pour développé couché. À la base, il va présenter des formats qui vont s'intéresser à la multiculation. C'est exactement ce que disait Salomé tout à l'heure. En fait, il va amener une communauté qui est la communauté qui est spécialiste, qui est très intéressée par le développé couché, à un discours politique. Et par ce discours politique, il va passer par un format un peu particulier, qui est celui des repas de seniors. C'est ce qui va vraiment faire sa notoriété. C'est-à-dire qu'en fait, il va inviter une personne à venir manger. Et quand je dis manger, c'est se baffrer. C'est manger des quantités hallucinantes de nourriture. Et il va d'abord commencer par des gens qui viennent plutôt de son milieu, donc qui sont plutôt ce qu'on appelle des strongman, donc des gens qui font des sports de force. Et puis très rapidement, quelques mois après le lancement de sa chaîne, il va inviter Papacito. Donc Papacito, qui est un autre youtubeur d'extrême droite, qui est un peu plus connu, qui est surtout connu pour avoir fait une vidéo avec un autre youtubeur dans laquelle il poignarde un mannequin, et tire au fusil sur un mannequin qui est censé représenter un électeur de gauche. Il va l'inviter à manger. Alors il mange de façon dantesque. Ça dure 2 épisodes. Et ça va complètement asseoir la crédibilité de Baptiste Marchais parce que Papacito a déjà une communauté et cette communauté va se retrouver dans le discours de Baptiste Marchais. Et là, il n'est plus du tout question de powerlifting dans sa vidéo, mais de grands remplacements, d'histoire de France à la sauce roman national. Et quand on parle d'histoire de France à la sauce roman national, on est sur des théories complètement eugénistes par exemple, la Première Guerre mondiale a opéré une grande saignée des vrais bonhommes pendant le conflit et ne resterait que les planqués et, je cite leurs mots, les fiottes qui en fait seraient responsables de l'état actuel de la France. Donc on est vraiment sur un discours extrêmement politique, mais en train de manger une côte de bœuf et des magrets de canard. Ce qui est en soi politique, on est presque sur la côte de bœuf éternelle, parce qu'en fait, c'est ça, être un vrai homme, c'est manger beaucoup. Si aujourd'hui on vous parle, par exemple, si on s'intéresse à la question climatique ou aux questions écologiques, va se poser aussi la question de la consommation de la viande, la quantité qu'on consomme, quelle viande on consomme, etc. Même en termes de pour les questions liées à la paysannerie française, pour les questions liées aux importations, pour les questions liées à plein de choses, ça peut être un sujet. Eux rejettent tout ça. Complètement. On a coutume de dire, c'est un vieil adage qui dit l'extrême droite apporte des réponses simples à des problèmes compliqués. Celui-ci en est un exemple frappant. Manger de la viande, point barre. Si on veut vous l'interdire, c'est forcément parce qu'on est des woke, parce qu'on est des gauchos, et parce que ce sont des woke, parce que ce sont des gauchos, parce qu'ils veulent vous déviriliser, parce qu'ils veulent vous enlever vos libertés, parce que. Il y a une question dans le chat que j'ai vu passer. Est-ce que ces influenceurs ne se partagent-ils pas un nombre limité de viewers qui en fait seraient toujours les mêmes? Je crois pas. Et je pense déjà on peut constater le nombre vraiment croissant de vues qu'ils font sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Moi j'aurais envie de citer une influenceuse qui est quand même célèbre, qui est Thaïs Descuffon, qui est une influenceuse identitaire, qui vient de Génération Identitaire, qui est un groupe donc qu'on a mentionné, qui a été dissous quand même par le ministère de l'Intérieur, parce que c'était contraire aux valeurs de la République, et je crois que c'était ça le motif. Et la violence des militants aussi. Oui. C'était, mais qui avait quand même un projet, clairement qui était un projet raciste. C'est ça. Et aujourd'hui, elle connaît un grand succès sur YouTube notamment, en proposant des conseils séduction, là encore, mais à l'endroit des hommes, donc c'est vraiment en direction des hommes, avec une vision on ne peut plus sexiste et dégradante de la femme, qui devrait, en gros, être mise au service des hommes. Et elle explique aux hommes comment reconnaître des femmes de valeur, qui seraient donc les femmes qui se mettent à leur service, qui auraient eu très très peu de partenaires dans leur vie, voire pas du tout. Enfin, on revient vraiment à quelque chose d'archaïque, clairement, ce qu'elle dit. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que là où ça se limite pas qu'à ses viewers, c'est qu'elle a... Déjà, évidemment, elle est accueillie à bras ouverts dans tous les milieux d'extrême droite. On l'a vu notamment au meeting d'Éric Zemmour, Reconquête. Mais aussi... elle était même membre salariée de Reconquête. Voilà. Mais elle est arrivée aussi dans les grands médias.
Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui a été d'ailleurs condamné par elle a été condamnée par la justice, se retrouve sur le plateau de BFM TV pour donner son avis. Se retrouve sur... alors, elle a failli être sur Europe 1, je crois que ça elle a a fait été... une émission, Elle a et puis fait après on une a fait un émission, papier. puis finalement ça s'est arrêté. Avant, elle était chez Cyril Hanouna. Elle était chez deux Cyril fois chez Hanouna, Cyril donc en fait Hanouna. elle a une influence qui s'étend et qu'on veuille la voir ou non, le fait qu'elle grossisse sur les réseaux sociaux lui donne une certaine importance et elle se retrouve à aller sur certains médias qui se définissent pas d'extrême droite. Je pense pas que BFM TV se définisse comme un média d'extrême droite. Et ça montre quand même cette espèce de porosité qu'on voit, que vous avez beaucoup documenté entre des plateformes plus traditionnelles, plus mainstream, et des contenus qui sont des contenus radicaux, qui sont des contenus d'extrême droite, et qui petit à petit se normalisent, prennent de plus en plus de place. Et le cas de vraiment des conseils en séduction, je crois que c'est un des plus frappants. Mais parce que c'est qui n'a pas... Enfin, il y a plein de gens qui ont cherché des conseils en séduction. Complètement. Et en fait, plutôt que de se poser la question du nombre d'abonnés, du nombre de gens qui sont fans ou qui sont exposés à ces chiffres-là, je pense qu'il faudrait prendre à l'inverse, essayer de quantifier à quel point leurs idées se retrouvent imposées dans les débats publics. Et pour ça, il y a deux choses. Typiquement, la première, c'est le grand remplacement. C'est-à-dire que cette thèse, on ne parle pas de théorie puisqu'elle n'est pas basée sur des faits, cette thèse raciste, d'inspiration complotiste du grand remplacement est une thèse séculaire et qui était réservée au tréfonds vraiment d'Internet et qui a émergé à tel point qu'aujourd'hui, elle peut être, enfin d'Internet et bien avant quelques bouquins que personne ne lisait, etc. Et aujourd'hui, elle peut être reprise jusque dans la bouche de candidats, enfin d'hommes et de femmes politiques qui ne sont pas considérés comme étant d'extrême droite, qui ne viennent pas de cette famille politique-ci, et qui pourtant vont en parler. Et forcément la gauche aussi, pour y répondre. Et il y a une autre chose, là c'est un chiffre très précis, il y a un institut, politique australien, mais qui est spécialiste des États-Unis et qui s'est intéressé, plutôt pro-démocrate d'ailleurs, qui s'est intéressé à pourquoi Trump a gagné, pourquoi est-ce que vous avez voté Trump, sont-ils allés demander à un panel assez large d'électeurs américains. 17% ont répondu, c'est la troisième réponse la plus importante, 17% ont répondu parce que Kamala Harris a trop parlé des questions de société et notamment de questions transgenres, de wokisme en gros. Sauf que Kamala Harris n'en a jamais parlé. Ceux qui en ont parlé, exactement, ceux qui en ont parlé, c'est le camp d'en face. C'est Donald Trump qui expliquait que Kamala Harris voulait imposer que les écoles obligent nos enfants à transitionner, que les woke, que sais-je. Voilà. Et en fait, en répétant ça à longueur de meeting, en étant repris par son camp et au-delà de son camp, quand bien même c'est pour être débunké par l'ensemble de la classe médiatique et comme des gens qui commentent, en fait, on oublie d'aller vérifier les faits et on se focus sur ça. C'est quelque chose qui effectivement m'a beaucoup frappé moi quand j'ai fait des recherches sur ce sujet, quand j'ai lu vos bouquins, c'est le fait que en fait les idées de l'extrême droite sur internet, j'ai l'impression qu'elles se baladent presque en sous-marin dans des contenus qui ne sont pas, comme vous le disiez, explicitement d'extrême droite, et que du coup des gens peuvent s'identifier à je sais pas, le fait de faire de la muscu ou le fait d'avoir tel ou tel lifestyle et emporter du coup tomber ensuite dans des idées extrêmes. C'est quelque chose que vous avez noté aussi, Salomé ? Mais je pense que c'est aussi des questions d'algorithme, en fait. C'est qu'on se met à regarder... Attention, on n'est pas en train de dire que c'est parce qu'on fait de la muscu qu'on est d'extrême droite. On a complètement le droit de... C'est même le de droit la de... muscu. C'est pas du tout ça qu'on est en train de dire. C'est même l'inverse. Ils créent, en fait... Enfin, ils approprient... Ils s'approprient un lifestyle, ils s'approprient des activités. Ils font, en fait... Ils essayent de créer une espèce d'homo droitardus, quoi. Pour être un vrai type de droite où il faudrait avoir des catégorisations qui rentrent à chaque fois. Ou une vraie femme de droite. C'est ça, non mais complètement. Et il faut répondre à ça, et sinon, vous êtes décrédibilisé. Je suis sûr qu'autour de la table, ici, vous seriez qualifié d'homme soja. Ah bah, c'est déjà arrivé. Non mais c'est intéressant cette qualification d'homme soja, parce que ça s'attaque aussi au physique d'une certaine manière. C'est de dire, nous sommes la force, nous sommes aussi les gagnants, et vous êtes ceux qui seraient incapables de force, qui seraient végétaux. Alors ça, j'aime même pas quoi, ça ramène, c'est une espèce de
végétarisme. En tout cas, ça se veut dépréciatif. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'on vous attaque pas seulement sur vos idées, on vous attaque sur qui vous êtes et sur ce que vous représentez et sur le style de vie aussi qu'on veut déprécier de votre côté. Et c'est ça qu'ils ont créé. Mais j'aimerais qu'on revienne quand même avant sur l'histoire des fake news, parce que c'est quand même ça, vraiment, la caractéristique pour moi de l'extrême droite sur le plan politique, sur les réseaux sociaux et dans les médias, c'est qu'ils martèlent, ils martèlent, ils martèlent. Et là, l'exemple de Kamala Harris, il est frappant. Et c'est ce qu'on a vu pendant toute la campagne, c'est qu'elle n'a effectivement pas parlé de transgenrisme quasiment. Et quand elle en a parlé, c'est parce qu'elle était interrogée dessus, parce que Donald Trump avait lancé des rumeurs sur elle, en plus complètement fausses, à tous les niveaux. Et en fait, on finit par avoir une partie de la population qui est convaincue qu'elle en a énormément parlé, et le reste de la population ne le sait tout simplement pas. Et ça, c'est quand même la grande spécialité de Donald Trump, et on le voit, c'est en train de s'importer dans le débat français, hein. C'est le Trumpisme dans la manière d'aborder l'information, où tout se vaut. Oui. Il y a plusieurs vérités. On dit c'est votre vérité. On l'a vu très récemment avec cet exemple d'Éric Ciotti sur le plateau de France 5 face à Patrick Cohen, qui dit Patrick Cohen lui donne des faits, le journaliste lui donne des faits extrêmement clairs sur les règles en termes d'affichage dans les gares, et lui il dit bon bah on va pas être d'accord. Et Patrick Cohen s'agace, il lui dit il n'est pas question d'être d'accord. C'est votre interprétation. Il lui dit c'est votre interprétation, mais ce sont les faits. Et en fait c'est ça qui est compliqué à appréhender même en tant que journaliste, c'est que eux ils martèlent, et à la fin, et j'aimerais quand même citer cette déclaration d'Hannah Arendt, qui pour moi est totalement adaptée à l'époque, où elle disait, il y a quelques décennies, ce qui permet à une dictature totalitaire ou à toute autre dictature de régner, c'est que les gens ne sont pas informés. Comment pouvez-vous avoir une opinion si vous n'êtes pas informé ? Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire, ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger, et l'on peut faire ce que l'on veut d'un tel peuple. Et pour moi, c'est ce qui est en train de se passer avec l'irruption des fake news, l'irruption des mensonges. Les gens ne croient pas forcément tout, et même les électeurs de Donald Trump, ils ne croient pas à tout ce que dit Donald Trump. Mais à la fin, on est noyé entre 1000 informations, désinformations, on ne sait plus quoi croire, et on n'arrive plus à y voir clair, et aussi on se distancie, et on se désintéresse, et c'est ça la victoire de l'extrême droite, c'est d'avoir modifié notre rapport à la vérité. Et j'ai l'impression que ce qui fait que c'est aussi puissant aussi, c'est que là, on a parlé des influenceurs d'extrême droite, donc les porte-paroles, disons, mais ils montent aussi des communautés qui, elles, se chargent aussi de faire ce travail de sape. Est-ce que c'est des trucs que toi, tu as vécu, Salomé, d'avoir des communautés qui viennent saper des faits simplement que tu vas délivrer ? Mais complètement. Ça m'est arrivé à de très nombreuses reprises. Et moi, j'ai quitté Twitter il y a déjà un petit moment. Hein. Ça fait quelques mois où j'ai abandonné un réseau qui, pourtant, est important pour moi parce que j'ai une audience. J'avais plus de 200 000 abonnés sur X. J'ai mis des années à construire ça. Hein. Les gens, ils se disent « Ah, on veut perdre nos abonnés. » C'est pas juste un truc d'ego. C'est que pour nous, c'est une question aussi de vie ou de mort, en fait, journalistique. C'est que c'est l'endroit où on nous écoute. Donc, quand on renonce à 200 000 personnes qui nous suivent, on renonce à être entendu, à être lu. Et ça, c'est une certaine manière une façon de nous brider. Donc moi, j'ai fini par quitter X, Twitter, parce que je n'arrivais plus à avoir la moindre discussion qui ait du sens, en fait. On ne parlait plus des faits. On n'interprétait plus les faits, c'est qu'il n'y avait plus de faits. Donc tout était tout le temps discutable. J'ai été victime presque quotidiennement de campagnes de dénigrement quand même massives, organisées pour faire croire des choses à mon sujet qui n'étaient pas vraies, mais qui étaient tellement répétées que ça finissait par instiller le doute. Et en fait, ils obtiennent de véritables victoires, et ça continue, dans mon cas, à pour l'instant une moindre échelle, mais sur d'autres réseaux. Et c'est une stratégie, c'est de dire, et sur LinkedIn, je le vois, alors c'est très étonnant, sur LinkedIn, c'est en train de poindre, où on remet en cause le fait même qui ne pourrait potentiellement même pas être mis en cause, c'est-à-dire des statistiques de l'INSEE, des faits objectifs, même si on peut toujours discuter de tout, et on va juste me dire « Ah ben non, ça c'est faux », ou « Vous racontez n'importe quoi », ou « Ça, on voit bien que vous êtes militante », et j'ai juste donné un chiffre sur le réchauffement climatique, où je vais avoir sur le climat, c'est très frappant, il y a beaucoup de... Ça va être cette réponse qui consiste à dire aussi que le GIEC est un organe idéologisé ou quoi que ce soit. C'est ça. Et donc, moi, je vais donner des chiffres du GIEC. On va dire, voilà, encore le militantisme qui donne les chiffres d'un organisme militant qu'est le GIEC, alors que pas du tout, évidemment. C'est le consensus scientifique mondial. Et c'est compliqué de lutter contre ça. Et entre le moment où j'ai écrit le livre et aujourd'hui, et ça fait quelques mois que je suis vraiment sur ces questions d'extrême droite,
j'arrête pas de changer d'avis en fait sur la manière dont on doit faire face à ça, parce que juste dire aux gens mais enfin j'ai raison, ce sont les faits, ça ne fonctionne pas. Non, c'est plus assez fort en fait. C'est les faits alternatifs ont pris une telle importance qu'il est extrêmement difficile de lutter à la fois contre ça et contre le complotisme, parce que on a répété à l'envi pendant la période de la pandémie qu'on avait une irruption du complotisme, mais ça fait très longtemps qu'il est là, et en fait il est installé dans le débat politique et dans le débat public d'une façon générale, et c'est une donnée qu'on a tendance à pas suffisamment prendre en compte actuellement. Là tu parlais de la question du réchauffement climatique, mais en fait ça peut être systématiquement décliné dans tous les grands enjeux qu'on a actuellement. Je reviens sur la question du dénigrement des journalistes sur Twitter ou des personnalités politiques. Il y a quelques années, avec Pierre, on avait travaillé sur un site internet qui avait été monté par Damien Rieu, donc ancien du Rassemblement national, ancien de Reconquête, désormais rien du tout. Il avait lancé un espèce de site où il devait dénoncer les liens entre les politiques de droite et les islamistes. Bon, ça a évidemment rien donné, mais on sait, parce qu'on a travaillé, on avait investigué dessus, qu'en fait, il s'organisait sur Telegram, sur des boucles fermées sur Telegram, pour à la fois avoir ce que lui appelait des informations sur ses soi-disant de compromission, mais aussi pour harceler les personnalités politiques en question. Et c'était de vrais raids qui étaient mis en place avec des heures, des messages presque déjà écrits. Ils disent tous en même temps la même chose. C'est ça. Et ça, on l'a aussi vu lors de la campagne de la présidentielle 2022 chez Éric Zemmour, où il y a Samuel Lafont, qui était en charge de ces questions chez Éric Zemmour, qui s'est d'ailleurs pris régulièrement la tête avec Damien Rieu, pas une vision en ligne de ce combat-là, mais qui organisait en fait ces raids, ces pushs en fait de mots-clés qui apportaient, qui faisaient monter un fait divers ou qui apportaient un hashtag très fort sur YouTube. Ça a été sur YouTube, pardon, excusez-moi, sur Twitter, pas encore X. Ça a été par exemple le cas du francocide. Donc cette idée qui est portée par Éric Zemmour, qui voudrait que chaque meurtre de personnes blanches est un francocide, donc une volonté de s'en prendre, de génocider les Français, comme il y avait un Français blanc, en fait, comme il y a le féminicide. Donc déjà, encore une fois, l'appropriation des mots et des combats. Effectivement, l'extrême droite est extrêmement bien organisée pour à la fois porter ses combats sur les réseaux sociaux, mais discréditer les autres aussi. Moi, il y a juste une chose que je voudrais, et en fait, vous en parlez tous les deux, c'est un peu l'éléphant au milieu de cette pièce, c'est la violence aussi de l'extrême droite et la violence de son message. Nous, avec Maxime, on commence à bosser sur l'extrême droite. Maintenant, il y a un moment, à travers la violence des groupuscules dans la rue, qui a une résurgence, et assez vite aussi à travers les questions de terrorisme, de sécurité intérieure. Il y a un lien entre tout ça, et c'est un lien qui nous a sauté aux yeux, non pas parce que nous, on fait cette analyse qu'on retrouve... non, typiquement, une fois, on se retrouve au tribunal. On ne va pas citer un cas particulier, mais c'est une affaire de terrorisme, un homme qui est loin d'être un gamin, quinquagénaire, qui est inséré dans la vie, qui n'est pas parisien, qui a chez lui des armes, des manifestes, potentiellement, visiblement, des projets de passage à l'acte, même s'il s'en défend. Et ce genre de procès, ça commence toujours, c'est un cadre assez solennel quand même, il est dans le box des accusés, entouré de policiers, c'est baraqué, cagoulé, là. Nous, on est assis sur le banc de la presse, il n'y a pas grand monde d'ailleurs, et donc ça commence par un entretien, un interrogatoire de personnalité. La présidente s'intéresse à la personnalité du mis en cause, et ses premiers mots, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais ses premiers mots sont pour... on lui demande comment est-ce qu'il en est venu à une telle radicalité, et il dit, parce qu'il consomme en ligne du contenu d'influenceurs, et il cite nommément Papacito et Éric Zemmour. Et Cro-Blanc. Et Cro-Blanc, oui, qui est plus pointu, il faudrait qu'on explique. Cro-Blanc, c'est quoi? C'est un rappeur, c'est ça? C'était un rappeur. Ouais. Qui est désormais vraiment un influenceur, qui est très lié d'ailleurs avec, ou au moins, oui, qui est encore très lié avec des groupuscules parisiens. Ouais. Mais voilà, et on est avant la campagne présidentielle d'Éric Zemmour, on est avant 2021. Éric Zemmour, à ce moment-là, c'est un personnage de télévision.
déjà connu pour sa radicalité, déjà connu pour répandre des idées d'extrême droite, et dont, par exemple, les petites capsules deviennent des mèmes, c'est-à-dire circulent énormément sur les réseaux sociaux, circulent énormément en ligne par la sphère d'extrême droite pour appuyer son propos. Ce monsieur se pose la question, en tout cas nous, à ce moment-là, on se pose vraiment la question de savoir, et c'est une des choses qu'on essaye de documenter aussi, c'est dans quelle mesure son esprit a aussi été armé par le travail de cette sphère d'influence d'extrême droite. Non, mais c'est évident qu'il y a un lien, et j'aimerais qu'on revienne 2 secondes sur un terme qui est beaucoup employé et qui est le terme d'ultra-droite. Où on a tendance à se dire que le terrorisme d'extrême droite qui existe, et rappelons-le, est quand même sous-médiatisé par rapport à l'ampleur du danger que ça représente. Il y a une dizaine d'attentats d'extrême droite, donc qualifiés d'ultra-droite par les autorités administratives, qui ont été déjoués ces dernières années sur le sol français. Il existe et il y a eu sur notre sol de nombreux attentats liés à l'extrême droite. Et en fait, quand je dis l'extrême droite, c'est important de ne pas dissocier l'ultra-droite de l'extrême droite, parce que l'ultra-droite, c'est un terme administratif pour dire... C'est un terme policier, en fait. C'est un terme policier, donc moi, je l'ai réemployé aussi dans mon livre pour reprendre tout simplement ce qui était officiel, en expliquant quand même d'où vient ce terme. Mais on ne peut pas déconnecter ces actes qui sont d'une violence extrême du socle idéologique qui est celui de l'extrême droite, et qui en fait qui est un spectre très large, parce qu'il y a évidemment beaucoup de nuances en fait différentes d'extrême droite, mais à la fin, effectivement, pour certains, ça produit la pire des violences. Et on ne peut pas faire comme si ça n'avait aucun rapport avec tout ce qui s'est passé en ligne, avec tout ce qui s'est passé dans les médias, avec toutes les peurs aussi qui ont été activées chez certaines personnes, avec tout cet imaginaire de la guerre civile notamment qui est très mobilisé en ce moment. Et d'ailleurs, il y a un exemple concret que j'ai notamment, je crois, vu dans votre livre, Pierre et Maxime, c'est le Papacito et le Raptor qui avaient tenté de monter un truc pour en fait rejoindre cette communauté virtuelle. Dans la réalité, comment ça s'est passé? C'est ça. En fait, assez rapidement, à la fin 2016, je crois, le Raptor et Papacito, ils font une émission sur YouTube ensemble qui s'appelle Le Rendez-vous Dissident, où ils invitent la crème de l'extrême droite parisienne à venir déblatérer pendant 3-4 heures. Et ils proposent à leurs abonnés de rejoindre un groupe en fait, qui vont monter eux-mêmes, qui s'appelle Monte une équipe, qui serait un groupe affinitaire où les gens se rassembleraient parce qu'ils ont pour faire du sport, mais aussi pour se protéger entre eux, parce qu'on vit dans un environnement dangereux et socialisé, s'aider pour les déménagements. Enfin, il y a vraiment tout, quoi. C'est presque un début de contre-société. Et le projet va capoter parce que il faut s'investir, ils le font pas. Ils dénoncent, eux, pour leur part, des pressions de la part des autorités, ça n'a jamais été prouvé. Et ce projet, il va être repris par un jeune homme qui s'appelle Lukas Tandarowski, qui va reprendre le nom, le concept, et qui va appeler ça Vengeance Patriote. Nous, on va tomber dessus, je crois, en 2021 avec Pierre. Oui. On va tomber sur beaucoup de textes qu'ils ont produits, sur des échanges qu'ils ont en ligne, où ils font preuve d'une extrême radicalité, d'un racisme extrêmement violent. Dans les paroles, on parle de ratonnade, on parle de violence à l'encontre, de meurtre à l'encontre de personnes racisées. On est vraiment sur un groupuscule qui est d'une extrême radicalité en ligne. Ils font des vidéos où ils s'entraînent au sport de combat dans des parcs parisiens. Et en fait, assez rapidement, on se rend compte qu'à côté de ce groupe qui s'appelle Vengeance Patriote, il y a tout un écosystème qui a été mis en place sur Internet, dont une boutique en ligne qui s'appelle la Bibliothèque Dissidente. Et sur la Bibliothèque Dissidente, en fait, on peut acheter toute la littérature d'extrême droite la plus violente, dont notamment des ouvrages qui sont interdits en France, comme les carnets de Turner, à cause des appels à la haine et de la radicalité qu'il y a à l'intérieur, mais aussi le manifeste de Brenton Tarrant, le manifeste... Le terroriste... Voilà, le terroriste de Christchurch, qui a tué 51 personnes dans 2 mosquées en Nouvelle-Zélande, le manifeste d'Anders Breivik, qui a tué plus de 77 personnes à Utøya et à Oslo, et c'est des choses qu'il met en ligne et qui sont sous format à la fois physique. On peut se les faire livrer, c'est imprimé en Inde, alors ça doit pas être d'une très très grande qualité, mais c'est des ouvrages qu'on va retrouver au domicile de Guillaume Chapeau. Guillaume Chapeau, c'est un militant d'extrême droite radicale limougeot qui va être arrêté pour des projets d'attentat contre une synagogue. Chez lui, on va retrouver des armes, on va retrouver de la propagande de génération identitaire, mais aussi un livre de la Bibliothèque Dissidente. Donc en fait, il va y avoir à travers D'ailleurs, Tandarowski
Kaspersky a apparu dans le dossier Waffenkraft, ce groupe terroriste monté par un gendarme où il y avait des armes, des kalachnikovs, des fusils à pompe, qui voulaient passer à l'acte, qui avait produit et diffusé des manuels, vraiment, pour les avoir parcourus, on est vraiment sur des modes d'emploi. Est-ce que vous voulez faire tant de morts? Est-ce que vous voulez survivre ou non? Quel est l'équipement qu'il vous faut, etc. Et on l'a retrouvé aussi encore récemment devant un tribunal, aussi à cause de cette bibliothèque dissidente. C'est-à-dire que la justice reconnaît, il faut le dire, la gravité de ces faits. Bien sûr. Oui. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a quand même, et tu as tout à fait raison Salomé, il y a une question aujourd'hui de la transversalité et du fait de saisir l'extrême droite dans son intégralité, c'est quelque chose qui est plus compliqué. Moi, dans le livre, j'essaie vraiment quand même de distinguer. On peut pas dire, et c'est là où c'est complexe, c'est qu'on peut pas dire que c'est la même chose des militants d'extrême droite qui sont dans un parti et des personnes qui vont aller jusqu'à prendre des armes. Ce n'est pas la même chose, mais il y a des points communs dans l'idéologie et c'est cette nuance-là qui est compliquée à aborder et en tant que média, c'est super complexe. Au-delà de ça, au-delà des points communs dans l'idéologie, il y a aussi des points communs. En fait, on va retrouver les uns et les autres à différents endroits. C'est-à-dire, typiquement, quand on retrouve des militants ou des militantes de groupuscules qui sont radicaux, à l'intérieur desquels, quand on est dans ces soirées-là, il y a eu des caméras cachées, diffusées récemment par BFM TV, d'ailleurs, rendons-lui grâce, qui vont diffuser des discours qui relèvent du néonazisme. Mais quand on va les retrouver, donc, collaborateurs de députés du Rassemblement national. Quand on va les retrouver à côté, sur les réseaux sociaux, à produire de la propagande. Et quand on va s'apercevoir que cette propagande, elle est consommée, en tout cas qu'elle est invoquée comme source et comme référence par des gens qui se préparent à passer à l'action violente, on est au-delà du simple point commun idéologique. Je me permets de recommander quand même ce reportage qui a été fait par BFM TV, parce que c'est vraiment un très très bon reportage. C'est sur, j'essaie de retrouver le titre, je crois que ça s'appelle « Ligne rouge, l'infiltré au cœur de l'ultra-droite ». Et ça explique et ça montre très bien la différence de ces militants entre la manière dont ils vont parler quand ils sont entre eux, où ils ont été infiltrés, là en l'occurrence par des caméras cachées, où c'est des propos qui sont très ouvertement racistes, néo-nazis, tout ce qu'on veut. Et quand ils sont face à la caméra, et c'est ça que je trouvais très malin de la part des journalistes, on les a interrogés face caméra, là ils ont des propos beaucoup plus polissés, vont faire beaucoup plus attention. Et c'est ça aussi qu'il faut essayer de débusquer, et qui n'est pas simple à débusquer, c'est que, évidemment, tenir des propos racistes, c'est juste illégal en fait dans l'espace public. Donc ils ne peuvent pas le faire, mais essayons de quand même être les plus lucides possible sur ce que nous propose, le monde que nous proposent les personnes de ce qu'on qualifie ultra-droite, extrême-droite, en fonction des définitions. J'ajoute juste qu'il faut rendre hommage au journaliste qui s'est infiltré dans ce reportage, parce qu'il a fait vraiment un excellent travail, notamment sur les concerts néo-nazis, dans lesquels il s'était aussi infiltré. Et ce sont des espaces, si les gens s'étaient rendus compte qu'il était un journaliste infiltré, c'est très dangereux. Il y a des précédents de confrères, on ne va pas donner les noms, parce que probablement que ça fait longtemps. Mais nous, c'est l'objectif de cette newsletter frontale que Libé, on est 4 à Libération à faire de l'extrême droite, et on produit cette newsletter qui est frontale, qui justement s'intéresse aux 360 degrés de l'extrême droite. Pourquoi ? Parce qu'il y a bien cette dimension à la fois, 1, de famille idéologique, 2, d'unicité de l'objectif, 3, de répartition peut-être plus ou moins consciente ou conscientisée ou organisée des modes d'action, mais qui au final servent la même cause et la reconnaissance aussi du fait qu'on est une seule et même grande famille. On peut peut-être mentionner aussi le travail de Street Press quand même, qui fait, non même parce que c'est un média qui travaille, il n'y en a pas beaucoup en fait, des médias qui travaillent sur l'extrême droite, Street Press qui a produit toute une cartographie aussi de l'extrême droite, et c'est aussi quand on va pouvoir la connaître qu'on va pouvoir documenter le danger que ça peut représenter. Tu touches un point qui est super important. Tu travailles sur l'extrême droite. On travaille sur l'extrême droite. À Street, ils sont plusieurs à travailler sur l'extrême droite. À Mediapart, à Blas, au Monde, etc. On ne sera jamais assez. Notamment dans tout ce qui concerne l'extrême droite en dehors de sa simple expression politique.